Je vais maintenant donner la parole à Alessandro Garcia, qui est responsable de l'initiative Sciences de l'Antiquité au sein de Sorbonne Université. Il est aussi professeur de littérature latine et d'histoire des textes à l'UFR d'études latines, directeur adjoint de l'UFR et directeur adjoint aussi de l'école doctorale Mondes antiques et médiévaux. Je leur remercie beaucoup d'avoir accepté de présenter ce séminaire entre deux autres réunions Zoom pour montrer l'importance de cette initiative et la manière dont notre propre séminaire s'y insère. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux que ce séminaire puisse enfin avoir lieu en dépit des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons tous. Mais l'importance de faire vivre nos activités, nos travaux de recherche et l'échange qui est lié à la constitution même de nos recherches est effectivement quelque chose de très important. L'initiative Sciences de l'Antiquité porte un nom qui mérite peut-être qu'on en dise quelques mots, puisque même chez nos collègues scientifiques, il y a eu quelques hésitations entre sciences des antiquités, la science des antiquités, les sciences entre singulier et pluriel. En fait, ce n'est pas un hasard si on parle de science au pluriel, de l'Antiquité au singulier, puisque cette initiative est issue de l'exigence, en fait, de se retrouver entre collègues qui relèvent de disciplines différentes, mais qui travaillent sur des objets, des problèmes communs. Nous avons souvent besoin d'avoir recours à plusieurs savoirs en même temps, littérature, histoire de l'art, histoire, philosophie, archéologie, mais aussi papyrologie, paléographie, numismatique, épigraphie, etc. Et ce sont donc les sciences de l'Antiquité qui se distinguent entre elles moins par leur objet, puisqu'on a un objet qui est à peu près commun, que par leur méthode. Et souvent, on est conduit à croiser ces méthodes et à montrer l'intérêt donc d'un travail commun. Donc, voilà pourquoi on parle de sciences de l'Antiquité. Mais pour essayer d'ouvrir davantage cette perspective des sciences de l'Antiquité, nous avons élargi davantage le nombre de disciplines concernées. Il ne faut pas penser que ce soit un univers clos, uniquement lié à ceux qui s'intéressent à l'Antiquité en tant que tel, puisque le propre, en fait, de l'approche que nous essayons de de mettre en valeur, c'est aussi de s'ouvrir, hein, de ne pas donner l'idée d'un univers clos. Il y a un certain nombre de sciences humaines et de sciences dures, modernes, au sens où elles ne s'intéressent pas directement à l'Antiquité, mais avec lesquelles nous pouvons collaborer. Pour une raison très simple. Parce que ce qui est intéressant quand on étudie l'Antiquité, c'est aussi de constituer un questionnement, une série de problématiques qui n'avaient pas été forcément vues comme telles par les anciens, c'est-à-dire de poser nos propres questions modernes à l'Antiquité sans imposer des catégories artificielles, mais dans un dialogue, dans un échange entre savoirs complémentaires. Donc, connaître l'Antiquité comme elle-même ne s'était pas connue, c'est l'un des objectifs aussi que nous nous fixons. Et je suis vraiment très heureux de commencer donc, nos activités, puisque notre initiative est assez jeune finalement, à peu près un an de vie, mais de commencer par ce séminaire qui
illustre parfaitement cette approche et qui nous permet en plus de collaborer avec l'initiative Humanité biomédicale. Je pense que l'histoire de la médecine et tous les rapports que nous pouvons instituer entre sciences dures et sciences humaines sont extrêmement enrichissants et montrent l'intérêt de cette approche ouverte, hein, quand on travaille donc sur l'Antiquité. Donc, je vous souhaite un excellent séminaire, bon travail, et j'espère que nous pourrons nous retrouver en présence bientôt pour d'autres échanges et pour faire émerger éventuellement d'autres propositions, puisque l'initiative n'est pas quelque chose de figé, et elle est ouverte à toutes les propositions et à tous les projets qui pourraient éventuellement se manifester. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alessandro Garcia, de cette présentation et du temps que vous avez consacré. Vous avez, je crois, tout dit hein, sur notre séminaire. Il s'agit d'un séminaire donc, qui est organisé à la fois par l'initiative Sciences de l'Antiquité, comme vous l'avez dit, et par l'initiative Humanité biomédicale. Ce séminaire est organisé par Claire Crignon, co-responsable de l'initiative Humanité biomédicale, Catherine Darbo, Julien Devinant, Alicia Guardasol et moi-même. Et son objet, je pense que vous l'avez compris, est consacré à l'émergence de questions concernant les humanités biomédicales et à leur réception, à leur réécriture à la période moderne et contemporaine. Et donc, à partir de maintenant, chacune des séances essaiera de tenir ces deux objectifs, c'est-à-dire examiner de quelle façon une question, une problématique, un objet émerge en humanité biomédicale, en philosophie de la médecine, et de quelle manière il est repris dans une problématique et un contexte particulier à l'époque moderne et contemporaine. La première séance est un peu particulière. Nous avons voulu faire un point, notamment pour les étudiants doctorants et pour les étudiants de master, sur les corpus historiques de base qui sont ceux de cette tradition, à savoir le corpus hippocratique et le corpus galénique. Et par conséquent, la première communication sera celle d'Alicia Guardasol. Elle portera sur la collection hippocratique, introduction et repères. Et après une discussion et une pause, Julien Devinant parlera de Galien et la systématisation de la médecine. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Alicia Guardasol. Alicia Guardasol est directrice de recherche au CNRS. Elle est directrice adjointe de l'UMR Orient et Méditerranée et directrice de l'équipe médecine grecque et littérature technique. Son œuvre porte sur la médecine ancienne et elle a notamment récemment publié en coédition le tome 4 d'Hippocrate sur les épidémies 1 et 3 et le tome 16 sur les problèmes hippocratiques. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Je crois qu'elle a une présentation PowerPoint à partager sur l'écran et je la remercie d'autant plus de présenter cet exposé qu'elle est elle-même malade, comme on peut le constater, d'une maladie malheureusement répandue en ce moment. Voilà, je lui donne la parole et je la remercie beaucoup. Merci David, merci chers collègues. Je suis bien contente d'avoir un document à partager, comme ça vous ne serez pas obligés de me regarder masquée, mais malheureusement comme je suis isolée avec toute ma famille et qu'il y a des membres de la famille qui n'ont pas attrapé le virus, je ne peux pas me passer du masque et d'un isolement complet. Mon approche à la collection hippocratique, au corpus hippocratique, sera aujourd'hui celle d'une philologue qui travaille depuis une grosse vingtaine d'années sur des textes médicaux, à la fois hippocratiques, galéniques et byzantins, et qui a eu la chance dès le début de la carrière de collaborer avec Jacques Joannin, qui est l'érudit de pointe de la recherche hippocratique mondiale. Je renvoie bien évidemment, alors je démarre déjà le partage d'écran pour que vous puissiez suivre ma présentation.
Je m'excuse en partie pour cette présentation qui est assez basique parce que je n'ai pas eu beaucoup d'énergie ces derniers jours finalement pour peaufiner et présenter un document de travail qui soit un peu plus complet. Et vu la nature de ce séminaire de formation, je pourrais mettre à votre disposition les documents nécessaires. Si besoin, vous pouvez me contacter par mail et je vous donnerai les informations nécessaires. Donc, je disais, je reprends, je renvoie bien évidemment pour tout approfondissement aux travaux fondamentaux de Jacques Joannin. En particulier, ici, j'en ai fait une synthèse. L'Hippocrate, dont la première édition chez Fayard à Paris date de 1992, qui a été réédité aux Belles Lettres en 2017 avec une mise à jour. Donc, il est fondamental finalement de se référer à cette nouvelle édition. Puis son Hippocrate pour l'archéologie de l'école de Cnide, étude à laquelle on fera référence, je ferai référence tout à l'heure pour une étude d'archéologie philologique concernant le corpus hippocratique, première édition en 1974, rééditée aux Belles Lettres en 2009, celle-ci aussi avec une mise à jour. Et puis, ces éditions de l'ACUF, en particulier la toute dernière édition qui date de novembre 2020. Il s'agit du tome 1, c'est-à-dire l'introduction générale à Hippocrate et au corpus hippocratique. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires sur la biographie et sur le corpus hippocratique. Donc, c'est un document, c'est un volume essentiel finalement pour tout un chacun qui veuille s'introduire au corpus hippocratique et avoir une idée générale et scientifique des rapports entre les différents traités et du status questionis relatif justement à la question hippocratique. Un complément excellent, j'ai aussi cité le volume d'Elizabeth Craik qui date de 2015, de Hippocratic Corpus Content and Context, qui est aussi intéressant pour une reconstitution du corpus hippocratique, ainsi que le The Cambridge Companion to Hippocrates, édité par Peter Porman, qui voit et qui rassemble finalement les contributions des majeurs experts de médecine hippocratique et de la fortune de la médecine hippocratique dans les siècles suivants, dans cette édition de 2018. Ma présentation essaiera donc d'être plus un partage de connaissances de base pour aborder, le cas échéant, la collection hippocratique de la manière la plus scientifique possible. Je pourrais, si besoin, rentrer dans le détail dans la discussion qui suivra mon intervention. Donc, nous voyons ici les éditions les plus courantes dans lesquelles nous pouvons consulter ces traités. En haut à droite, nous avons l'édition d'Émile Littré, une édition complète qui n'a toujours pas été remplacée. Et c'est une édition s'appuyant sur les manuscrits de la Bibliothèque royale, c'est-à-dire tous les manuscrits qui étaient disponibles à Littré, à la Bibliothèque royale, qui est l'ancienne BNF, Bibliothèque nationale de France, une partie du fonds de la BNF, et qui s'était appuyé aussi pour ces éditions finalement sur des notes collectées et des collations collectées par de l'étranger, sur des manuscrits étrangers des traités hippocratiques par des collègues et d'autres philologues et parfois beaucoup de médecins. Cette édition, disons, qu'on ne peut pas ne pas connaître, compte 10 volumes. À côté de l'édition d'Émile Littré, nous avons sur la gauche, j'ai mis les couvertures, j'ai reproduit les couvertures de 4 éditions de la collection des universités de France.
C'est l'édition critique du texte grec avec une traduction française, une édition qui pour nous est devenue désormais de référence parce que surtout pour les éditions des 20 dernières années, finalement, la notice est complète. Il y a toute la tradition, que ce soit grecque, latine, arabe, parfois hébraïque, qui est étudiée. Donc, on peut avoir dans la notice un état général et complet, tout à fait complet de la tradition, de la tradition des traités concernés. Et surtout, la traduction française et le commentaire sont très, très riches. Au milieu, j'ai reproduit, juste pour que vous ayez finalement vision de comment ça se présente dans une bibliothèque, parce que là, il s'agit de 2 éditions de Galien, mais les éditions d'Hippocrate n'étaient pas disponibles. Du Corpus Medicorum Graecorum, c'est la collection, le CMG, édité par l'Académie des sciences de Berlin. Il s'agit là aussi d'une édition critique du texte grec et d'une traduction dans une langue moderne, majoritairement en allemand, mais aussi en français, anglais, allemand. Par exemple, l'édition de Nature de l'homme de Jacques Joannin est éditée dans le Corpus Medicorum Graecorum, ainsi que l'édition du traité du régime de Robert Joly. Les éditions du CMG sont, disons, un peu moins intéressantes pour la reconstitution de l'histoire complète de l'histoire du texte, parce que les notices sont assez abrégées, sont synthétiques et surtout parfois dans plusieurs cas, l'apparat est un apparat négatif. Donc pour le philologue, finalement, elles sont de moins claires par rapport aux éditions de la série grecque de la CUF. Tout à droite, j'ai reproduit après 2 éditions de couverture, les éditions de la collection Lub, de Lub Collection. Il s'agit d'éditions du texte grec avec une traduction anglaise. Le dernier volume paru grâce aux soins de Paul Potter a complété l'édition. Donc dans la Lub, nous avons tout le corpus hippocratique. Mais la nature de la collection ne permet pas de supplanter définitivement le texte de Littré, étant donné que l'édition critique ne se base pas sur tous les manuscrits connus. L'apparat est presque inexistant et les notes sont vraiment très, 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 très abrégées. Donc ça, pour avoir une idée de, disons, des couvertures ou bien où aller chercher si on a besoin de consulter et de consulter scientifiquement l'œuvre d'Hippocrate. Mais une question liminaire est tout à fait nécessaire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la collection hippocratique ou corpus hippocratique? Par cette expression, nous désignons aujourd'hui une 60aine de traités médicaux qui ont été transmis sous le nom d'Hippocrate, qui était un médecin célèbre dès son vivant, comme les célèbres témoignages de Platon dans le Protagoras et dans le Phèdre le prouvent, originaire de Cos, de la famille des Asclépiades, né en 460 avant notre ère. C'est les informations de base que nous avons sur la biographie d'Hippocrate. Nous savons aussi qu'à un moment donné, il avait quitté Cos pour se rendre dans d'autres régions de la Grèce, en particulier en Thessalie, où il passa le reste de sa vie. Cependant, tout ce qui est transmis sous le nom d'Hippocrate n'est pas dû à sa plume, et tout ce qui est connu dans les manuscrits médiévaux sous le nom d'Hippocrate n'est pas dans le corpus hippocratique. Un consensus s'impose encore aujourd'hui sur la base de la continuité des éditions d'Hippocrate depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis l'édition Princeps chez les Aldes, donc l'Aldine, qui date de 1526, et jusqu'à l'édition de Littré du 19e siècle, nous l'avons vu, les 10 volumes entre 1839 et 1861, qui jouent encore, comme je l'ai dit, le rôle d'édition de référence. C'est au nom de ce consensus, par exemple, que le tome 16 d'Hippocrate, que David Lefebvre a à peine mentionné dans la collection des universités de France, dans lequel j'ai édité pour la première fois un recueil
un recueil de textes de problèmes, de problémata, appelés dans les manuscrits problèmes hippocratiques, en collaboration avec Jacques Joannin. Et ce recueil, justement, est mis sous le nom d'Hippocrate, même s'il s'agit d'un texte byzantin, datant vraisemblablement de la fin 8e, début du 9e siècle, et donc pour lequel manifestement Hippocrate n'a donné aucune contribution. Il est tout de même remarquable que les 2 seuls passages de l'œuvre hippocratique sur lesquels, grâce au témoignage d'Aristote dans son Histoire des animaux, on puisse appliquer avec certitude un nom d'auteur, ne proviennent pas d'Hippocrate, mais de 2 de ses disciples, Polybe et Syénécis de Chypre, cité par Aristote comme auteur de 2 descriptions des vaisseaux sanguins qui se retrouvent exactement dans 2 chapitres respectivement de nature de l'homme et de nature des eaux. Malgré quelques fluctuations moindres, il faut dire que le périmètre de ce corpus est délimité dès l'Antiquité. La Souda, encyclopédie datée du Xe siècle, dans l'entrée consacrée à notre Hippocrate, s'exprime ainsi sur sa production. Le premier livre est celui qui contient le serment, Het honorcon periekusa. Le deuxième est celui qui révèle les pronostics, Tas prognoseis infainusa. Le troisième est les aphorismes, qui dépassent l'entendement humain. Au 4e rang, qu'il y ait le recueil fort cité et fort admiré, comprenant 60 livres, l'Execonta Biblos, qui englobe toute la science et la sagesse médicale. Or, ces 60 livres Execonta Biblos sont traditionnellement mis en rapport avec les pinax, c'est-à-dire les index, des 2 manuscrits principaux de la tradition hippocratique, le manuscrit M que j'ai reproduit, dont le pinax j'ai reproduit sur la gauche, le Martianus Graecus, donc un manuscrit de Venise conservé à la bibliothèque martienne, Martianus Graecus 269 du Xe siècle, et à droite le Vaticanus Graecus 276 conservé à la bibliothèque du Vatican, qui date pour une partie du XIe, pour une autre partie du XIIe siècle, et qui sont, disons, les chefs des 2 collections, c'est-à-dire les apographes de 2 collections de la collection hippocratique, la collection martienne, Marciana, et la collection Vaticana. Au-delà, vous voyez les deux index finalement qui comptent chacun une 60aine de titres à peu près. Au-delà de cette concordance de chiffres, il ne faut pas oublier qu'une question hippocratique tout à fait analogue à la question homérique est née très tôt, sans doute dans le même mouvement philologique alexandrin qui a entrepris l'étude du texte homérique. Le commentaire des traités d'Hippocrate devint une branche obligée de n'importe quelle école médicale de l'Antiquité, à partir donc au moins du IVe siècle avant notre ère, avec Hérophile et Erasistrate et leurs disciples à Alexandrie. L'Anonyme de Londres, découvert en 1889 et aujourd'hui disponible en 2 excellentes éditions dans la collection des universités de France par Antonio Ricciardetto et chez Teubner par Daniela Manetti, nous donne un autre témoignage important en ce sens, prouvant qu'une réflexion sur les théories d'Hippocrate était menée dans les rangs de l'école aristotélicienne. Ce témoignage est d'autant plus important qu'il fait remonter à Hippocrate, entre autres, la doctrine d'un traité, celui des vins, que la critique hippocratique des 19e et 20e siècles considérait comme l'œuvre d'un sophiste de second ordre. Outre la lettre des traités, bien évidemment, des questions de paternité étaient abordées, le plus souvent suivant des considérations différentes par rapport à la recherche scientifique moderne. Les 2 autres étapes fondamentales de l'historique de l'attribution des divers traités à Hippocrate, nous les trouvons, premièrement, dans la liste des traités authentiques du corpus donnée par Hérotien. Hérotien était l'auteur d'un glossaire
dédié à l'archiatre Andromaque au temps de Néron, donc sous le règne de Néron entre 54 et 68, conservé aujourd'hui sous une forme remaniée, une forme alphabétique, mais qui, dans sa forme originelle, finalement suivait l'ordre de lecture qu'Hérontien avait suivi pour commenter ou pour isoler des glosses hippocratiques. Le deuxième témoignage très important là-dessus, c'est l'immense œuvre de Galien, qui fut lui aussi auteur, entre autres, d'un glossaire de Voces Hippocratis, aujourd'hui édité dans le Corpus Medicorum Graecorum par Lorenzo Berilli, et de plusieurs commentaires à des traités hippocratiques et qui se prononcent sur des questions d'authenticité tout au long de son œuvre. Deux parmi les exemples les plus marquants sont le traité de l'aliment, que Galien considère authentique, mais qui est considéré unanimement apocryphe aujourd'hui par la critique moderne. Et de l'autre côté, le traité du prorétique II, ou grand prorétique, comme l'appelle Galien, que Galien considère apocryphe et que la critique moderne, Brigitte Mondrin en tête, qui en a préparé l'édition dans sa thèse d'État, et Jacques Joannin qui en a repris l'étude lors de l'édition du pronostic, réévalue sur la base des concordances avec le traité du pronostic, incontestablement hippocratique. Divers donc par leur origine, ces traités sont aussi divers par leur date. Certes, un grand nombre d'entre eux sont contemporains d'Hippocrate, mais quelques-uns datent de l'époque d'Aristote ou sont même postérieurs. Étant donné ces divergences et l'hétérogénéité de cette production, pouvons-nous établir des regroupements bien fondés qui nous aident aussi à nous repérer dans ce continent médical ? Évidemment, je n'ai ni le temps ni l'intention de parcourir la totalité des traités de la collection et vous renvoie à la bibliographie mentionnée dans mes remarques liminaires. L'étude attentive des traités a permis un premier classement concernant leur nature différente, eu égard à la finalité de leur composition. C'est la distinction entre cours et discours. Festigère, le premier dans son Hippocrate, l'ancienne médecine, en 1948, suivi par Joannin dans un article publié dans la Revue des études grecques en 1984 sur rhétorique et médecine dans la collection hippocratique, avait identifié la nature de traité-discours pour ancienne médecine, art, vin, nature de l'homme. Cette liste est enrichie par Joannin avec l'ajout de 5 traités supplémentaires, Air au lieu, maladie sacrée, génération nature de l'enfant, maladie 4, un traité sur les maladies des femmes que nous n'avons pas aujourd'hui dans sa forme originelle, mais dont une couche, disons, nous reviendrons sur ce terme, nous pouvons retrouver dans le corpus des écrits gynécologiques de la collection hippocratique, dont l'auteur était le même que Génération nature de l'enfant. Ces traités-discours auraient été destinés d'abord à être prononcés devant un large public composé de spécialistes et de profanes. Ils sont liés à l'activité de médecins itinérants dont nous avons connaissance pour Hippocrate en personne, qui exerça en Thessalie pour une bonne partie de sa vie et qui était fréquente, voire recommandée au 5e, 4e siècle et même après. Galien, par exemple, dans son traité que l'excellent médecin est aussi philosophe, au chapitre 3, interprète ainsi le départ d'Hippocrate vers d'autres régions, notamment la Thessalie. De fait, dit-il, afin de soumettre au jugement par le recours à l'expérience les enseignements tirés du raisonnement, il lui faut à tout le moins observer de ses propres yeux celle parmi les cités qui est tournée vers le midi, celle qui lève vers le nord, vers le lever du soleil ou vers le couchant. Le médecin itinérant part donc afin de constater de ses propres yeux
les considérations sur le climat et sur les maladies dans d'autres régions que la sienne. Il est remarquable que les études du corpus hippocratique in context, c'est-à-dire des rapports entre le corpus hippocratique et d'autres productions contemporaines, notamment tragédies classiques ou histoire, ont mis en évidence de nombreux points de contact précisément et majoritairement avec ce genre de traités-discours, ce qui prouve qu'ils étaient une véritable carte de visite scientifique des médecins dans le contexte culturel contemporain. D'autres traités sont directement écrits pour la publication, c'est les traités courts, et visent un public de spécialistes. D'autres encore sont des sortes d'aides-mémoires, originellement sans doute finalisées à un usage personnel ou scolaire, dans le sens des disciples du médecin, d'autres des espèces de compilations faites à partir de traités encore aujourd'hui disponibles ou perdus. Parmi ces traités qui deviennent des sortes de manuels, les aphorismes sont sans conteste l'exemple le plus célèbre. Et les récentes études sur les prénotions de cause et prorétique 2 en ont identifié d'autres déclinaisons de compilation. Un autre classement possible et très débattu s'appuie non seulement sur des questions structurales, techniques de composition et langue, mais aussi et surtout sur des questions doctrinales. Nous nous référons ici à la distinction faite entre la tradition médicale coaque de Cos et cnidienne de Cnide. La branche des Asclépiades de Cnide avait-elle aussi une tradition médicale qui avait donné naissance à une école en concurrence avec celle de Cos. Le maître cnidien, correspondant d'Hippocrate à Cos, était Euryphon, et l'ouvrage emblématique qui constituait l'affiche de l'école était les Sentences cnidiennes, ouvrage collaboratif dont nous avons uniquement quelques bribes. Des études d'archéologie philologique sur certains textes, menées essentiellement et séparément par Hermann Grenzemann et Jacques Joanna dans les années 70 du siècle dernier, ont identifié dans un groupe de traités de la collection hippocratique, caractérisés par des rédactions parallèles, un fond commun que l'on fait remonter à un substrat cnidien. Il s'agit des traités dits nosologiques, parce que les auteurs s'y intéressent prioritairement aux maladies et pas du tout aux malades. C'est les traités de maladie 2, maladie 3 et affections internes. La recommandation de boire des évacuants, du lait ou du petit lait, que l'auteur de cause du régime dans les maladies aiguës critiques, apparaît justement dans les traités de la collection des maladies 2 et des affections internes. Dans ce dernier traité, en outre, nous trouvons la subdivision cnidienne des maladies, sur laquelle nous renseigne Galien. Son auteur distingue exactement comme les cnidiens 4 ictères, 4 maladies des reins, 3 tétanos, 3 phtisies. À ce groupe de traités nosologiques se rattachent les traités gynécologiques qui présentent aussi entre eux des rédactions parallèles, les fameuses couches de textes dont j'ai parlé tout à l'heure. Nature de la femme, maladie des femmes 1 et 2 et femmes stériles que Littré édite comme 3e livre des maladies des femmes, plus le fragment célèbre Maladie des jeunes filles et le bref traité Excision du fœtus. Comme l'éditrice spécialisée de ces traités, Florence Bourbon, le souligne dans ses éditions, leur structure est récurrente, avec une succession de notices sur les différentes maladies ou variétés de maladies. Le schéma est constant, comprenant 3 parties fondamentales: la description des symptômes, le pronostic et la thérapeutique. Certains de ces traités contiennent aussi des listes de remèdes. C'est grâce au travail de Hermann Grenzemann, finalement, sur ce corpus d'écrits gynécologiques qu'on arrive à identifier 3 couches, la couche A, la couche B et la couche C,
que la dernière éditrice des textes arrive à identifier comme remontant à des étapes et à des auteurs différents du texte. Suivant donc ce classement COS-CNID, la grande majorité des traités du corpus est traditionnellement rattachée à l'école d'Hippocrate. Un premier groupe bien défini est celui des traités chirurgicaux. La chirurgie de réduction et soins des luxations et fractures avec articulation et fractures, ou celle d'intervention sur les plaies, blessures de la tête. Dans ce groupe, on trouve aussi des traités aide-mémoire, un style lapidaire, tel qu'Officine du médecin ou mot-clic, qui tire son nom du levier qui était l'instrument utilisé pour la réduction de luxation. L'autre grand ensemble coac de COS est sans faute celui des épidémies, traité strictement lié à l'activité d'Hippocrate et de ses disciples lors du séjour en Thessalie. Les trois groupes des épidémies, nous avons 7 livres d'épidémies, de 1 à 7. Normalement, ils sont groupés en 3 groupes principaux. Le premier, épidémie 1-3, le deuxième, épidémie 2, épidémie 4 et épidémie 6, et le troisième, épidémie 5 et épidémie 7. Ces 3 groupes sont désormais acquis, mais une étape remarquable et définitive de la configuration de ces traités a été marquée par l'édition d'épidémie 1-3 par Jacques Joanna avec la collaboration d'Argyros Anastasiou et moi-même, édité en 2016 dans la collection des universités de France. À la fois, l'analyse terminologique et une coïncidence heureuse dans la tradition manuscrite ont aidé pour arriver à la conclusion qu'il s'agit non pas de 2 traités, mais d'un seul traité séparé déjà avant Galien en 2 parties à cause d'un accident matériel intervenu sur 2 rouleaux intervertis. Je vous ai reproduit ici la page concernée. Il s'agit du manuscrit fondamental d'épidémie 1, le Parisinus Graecus 2253, c'est le manuscrit A chez Littré, qui date du XIe siècle, qui, après la fin d'épidémie 1, reporte, recopié par le copiste, quelques mots qui correspondent en fait au début de l'actuelle épidémie 3. Je voulais encercler dans un cercle rouge. C'est ce que les codicologues appellent une réclame, c'est-à-dire quand un texte se termine, mettre les premiers mots du texte qui suit. Ceci prouve que dans un état ancien du texte, quand les traités étaient encore écrits sur des rouleaux, le rouleau contenant notre partie d'épidémie 1 était suivi non pas d'épidémie 2, mais de notre épidémie 3. L'ordre originel de ce groupe de traités étant 1, 3, 2, 4. Ces 3 groupes des épidémies furent rédigés à des dates différentes, à une période comprise entre la dernière décennie du 5e siècle et le milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ. Une datation possible et probable reconstruite pour épidémie 1-3 vers les années 410, épidémie 2, 4 et 6 vers les années 400 et épidémie 5 et 7 vers les années 350. Dans leur forme originelle, assez bien conservée justement dans épidémie 1-3, ces traités présentent des constitutions climatiques avec les maladies qui prédominèrent saison par saison dans un lieu précis. Par exemple, pour épidémie 1-3, la ville de Thasos sur l'île homonyme. Suivent des fiches de malades en relation directe avec les constitutions mentionnées. Le style brachylogique et assez sibyllin, ainsi que les indications de toponomastique données pour localiser le domicile des malades, et dans la plupart des cas irrémédiablement déformés dans les étapes de la tradition, rendent l'interprétation de la lettre de ces traités extrêmement difficile. Au groupe des épidémies se rattachent plusieurs autres traités, notamment celui des humeurs, qui a d'étroites correspondances avec le groupe d'épidémies 2, 4, 6,
Malgré le titre Peric Human sur les humeurs, qui reprend la première phrase du traité, il ne se limite pas aux humeurs et présente des conseils généraux pour le médecin, portant notamment sur les divers signes à observer dans les maladies, sur la marche de la maladie, sur la thérapeutique. Une dernière section est consacrée plus particulièrement à l'influence de l'environnement sur la maladie, les saisons, les vins, les lieux, les eaux. Il a été très bien édité dernièrement par Oliver Overveen dans le Corpus Medicum Graecorum. À l'activité du médecin itinérant est lié aussi le traité d'air au lieu, un autre chef-d'œuvre de la collection hippocratique, dont le destinataire est le médecin qui vient d'arriver dans une contrée qui lui est inconnue. Les facteurs extérieurs que le médecin doit prendre en compte dès son arrivée devinrent immédiatement célèbres, comme le prouve par exemple la reprise à la lettre de certains passages par Euripide, l'auteur tragique, dans une pièce aujourd'hui perdue. Il s'agit du fragment de 117 Juan van Looy, qui est comparé au premier chapitre, dans une partie du premier chapitre d'Air au lieu. D'abord, l'orientation des lieux au vin et au mouvement apparent du soleil, puis les eaux utilisées par les habitants, enfin le climat défini par la succession de 4 saisons dans l'année. Suit un célèbre développement ethnographique où le médecin applique les connaissances de son art à l'étude des peuples, les Européens et les Asiatiques. Les Grecs et les Scythes, en fait, sont comparés et leurs différences physiques et morales sont expliquées par des références au climat et aux coutumes. Qui plus est, l'auteur d'Air au lieu rejette toute explication divine pour les dites différences, en traçant ainsi encore une fois pour son art un sillon de rationalité. La référence à la mise à l'écart des explications divines des pathologies ou physiologies nous met sur le chemin d'un autre traité célèbre du corpus hippocratique, la maladie sacrée. Lui aussi, comme Air au lieu traité discours, il s'agit aussi du seul traité de la collection hippocratique consacré à une unique pathologie, sans doute en raison de l'exceptionnalité de la pathologie et de ses manifestations. Maladie sacrée devint très vite le manifeste de la rationalité médicale, notamment sur la base de l'étiologie naturelle des crises d'épilepsie, le changement des vents. Dans la suite de ce même groupe, nous ne pouvons pas passer sous silence des chefs-d'œuvre de l'hippocratisme, le pronostic, avec les signes favorables ou défavorables que le médecin doit observer sur les patients atteints de maladies aiguës. Le faciès hippocratique, le visage du malade altéré par la maladie, signe prémoniteur de la mort, est encore aujourd'hui à l'ordre du jour dans les visites du médecin. Le régime dans les maladies aiguës, anciennement appelé traité sur la tisane, en raison de son long et pointu développement sur la préparation de la décoction d'orge, les aphorismes, le recueil de préceptes en 7 livres, qui est indiscutablement le texte hippocratique le plus lu et commenté dans l'Antiquité, ne serait-ce que par son premier précepte, la vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Sa fortune est sans conteste liée à sa nature de précis de la doctrine hippocratique, dont les rapports avec un noyau très riche d'autres textes de la collection, par exemple Air au lieu, Pronostic, Prorétique 2, Prénotion de cause, Écrits gynécologiques et extérieurs, les problèmes aristotéliciens, ont fait l'objet d'importantes études en reconstituant une trame de référence qui nous renseigne aussi sur la personnalité de l'auteur ou des auteurs. C'est précisément le point fondamental des nouvelles frontières possibles des études menées sur la collection hippocratique. Le travail de bénédictin mené par les philologues sur les textes est porteur d'informations capitales et souvent novatrices. L'ecdotique a désormais un arsenal exceptionnel pour arriver à une reconstitution de la tradition et de l'histoire du texte, en dissociant les témoignages anciens, notamment hérotien, galien, la tradition byzantine.
Je pense notamment aux recherches sur les manuscrits ponctuellement reportés dans le portail Pinakes de l'IRHT, à l'index hippocratique et ses suppléments, dus premièrement à Kuhn Fleischer et ensuite à Anastasie Eirmer. Je vous ai noté toutes les références dans ma présentation, à l'ouvrage fondamental des Testimonium zum Corpus Hippocraticum avec ses 4 volumes dans lesquels toutes les citations de passages du corpus sont recensées dans l'œuvre galénique et pseudo-galénique, les tomes 2.1 et 2.2, dans la littérature jusqu'au IIIe siècle, le tome 1, et du 4e au Xe siècle, le tome 3. Sur une pareille reconstitution du texte, l'étude des historiens s'appuie sur des bases bien plus solides. Un exemple sur tous, nous trouvons dans la reconstitution anecdotique et historique de la nature et de la datation probable des traités déontologiques par excellence, le Serment et la Loi, que Joanna a proposé dans son édition récente à la CUF en 2018. Même s'il s'agit de textes très célèbres et évoqués encore aujourd'hui pour ce qui concerne le serment quotidiennement par les médecins, même si dans une forme adaptée, cette étude à 360 degrés de ces 2 textes a permis de bien les positionner dans la littérature médicale et dans le contexte historique et documentaire. Le serment est né dans un contexte historique précis. La grande famille des Asclépiades, au moment où des membres extérieurs à la famille commencent à être acceptés dans un rapport médecin-enseignant-élève, moyennant salaire. Pour contextualiser, l'Hippocrate du Protagoras de Platon en était déjà à ce point de l'histoire des Asclépiades. L'étude du lexique, en particulier le terme sumgraphé, xumgraphé, document, a permis d'éclairer le statut de document du serment lors de sa création. Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, d'exécuter, selon ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat. Un contrat donc garanti par un serment, débarrassé ensuite de ses contingences documentaires pour être élevé au rang d'œuvre littéraire, puis qui a été canonisé dans l'enseignement de la pratique de la médecine. Pour la loi, l'étude du terme nomos a permis de lui rendre une nouvelle dignité, strictement liée au serment. L'étude complète de la tradition manuscrite grecque a en outre permis de rendre à la loi une phrase totalement inconnue de la tradition. Une phrase qui écrit « Car la compétence empiriae est un beau trésor et un beau dépôt pour ceux qui la possèdent, étant nuit et jour pleine à la fois de bon moral et de bonheur. » Cette phrase développe une comparaison dont le but est de faire l'éloge de la science et positionne parfaitement la loi dans l'optimisme de la fin du Ve siècle sur la confiance dans la capacité de l'intelligence technique. Tous ces indices, accompagnés d'une étude lexicale sur la langue ionienne, non pas uniquement par rapport au reste de la collection hippocratique, mais aussi à la production en ionien, notamment hérodotéenne, ont permis la proposition fort vraisemblable d'une datation haute 5e siècle, alors que les 2 traités ont été toujours considérés comme lexicalement isolés dans le corpus et tardifs, donc apocryphes. Rappelons que la vie de Charles d'Arembert était sans merci. Il disait « Non seulement je doute de l'authenticité de la loi, mais j'incline encore à penser qu'elle n'est pas sortie de l'école hippocratique. Alors que Littré, tout en admettant l'impossibilité d'identifier la vraie nature et finalité de ces textes, par manque d'un caractère bien tranché, n'identifiait pas non plus les éléments qui s'opposent franchement à une datation hippocratique. » À côté de ces 2 groupes principaux des traités indépendants, de ces 2 groupes principaux, les traités avec un substrat cnidien et les traités qu'on peut faire remonter à l'école de Cos, des traités indépendants sont venus grossir le corpus. Il s'agit pour la plupart de traités absents de la liste des Rossiens, donc absents de la liste des traités considérés authentiques d'Hippocrate, des traités d'Hippocrate considérés authentiques au 1er siècle de notre ère.
Les plus importants sont des traités médicaux à tendance philosophique. Ils affirment la nécessité pour la médecine de connaître les éléments constitutifs de la nature humaine. Les deux traités principaux datent d'une époque contemporaine à Hippocrate, les chairs et le régime, qui s'inspirent d'une idée d'anthropologie fondée sur la cosmologie et constituent de ce fait deux exemples pour le 5e, 4e siècle de ce que les anciens appelaient enquête sur la nature. Plus récent, sans qu'on puisse en déterminer une date certaine, est le traité des semaines, dont la caractéristique est d'expliquer le monde physique et biologique par le nombre 7. Il ne nous est pas parvenu entièrement en grec, mais en 2 traductions latines indépendantes et en arabe. 2 autres traités, connus des Rosiens et contemporains d'Hippocrate, s'opposent vigoureusement à cette médecine à tendance philosophique. Il s'agit du traité de la nature de l'homme, dont nous savons que l'auteur était Polybe, gendre et disciple d'Hippocrate, et dont l'esprit polémique est marqué dès le début. Quiconque a l'habitude, dit-il, d'écouter des exposés sur la nature humaine qui sortent du strict domaine de la médecine n'a aucun intérêt à écouter le présent exposé. Et deuxièmement, du traité de l'ancienne médecine que nous avons déjà mentionné parmi les traités de discours et qui s'ouvre sur un long développement polémique du médecin contre les erreurs des novateurs qui font appel uniquement à une concurrence entre les qualités de chaud, froid, sec et humide pour expliquer les maladies. D'autres traités sont franchement postérieurs à Hippocrate. Celui du cœur témoigne d'une connaissance anatomique bien supérieure à celle de l'époque d'Hippocrate et a été étudié récemment par Orly Lewis, notamment avec ses rapports avec la médecine hellénistique. Les 3 traités déontologiques, bienséance, préceptes et médecins, présentent un cas très intéressant de traités plus récents qui sont toutefois dans le droit fil de l'idéal hippocratique. La méfiance des charlatans et le respect du malade. Les études récentes de Julia Eck avec son édition des préceptes et la préparation des éditions des 2 autres traités déontologiques ont très bien étudié les caractéristiques de cette éthique. J'ai fait référence dans mes remarques liminaires au fait que tout ce que les manuscrits médiévaux attribuent à Hippocrate n'est pas dans la collection hippocratique. Je brosserai à la fin de mon intervention les traits fondamentaux de ces ouvrages. J'ai déjà mentionné le plus long et important de ces écrits, Les problèmes hippocratiques, édité dans la CUF en 2017. L'Hippocrate qu'on y trouve est celui des aphorismes, pour ceux qui concernent le texte, qui fait l'objet d'un commentaire et d'une interprétation dans les 19 problèmes qui ouvrent et clôturent le recueil. D'air au lieu pour un problème, le numéro 24 du milieu du recueil. Je les ai reproduits. Le premier est le problème 1 et le problème 24 pour que vous ayez finalement une idée de la forme. La forme est essentiellement celle des problèmes d'origine aristotélicienne, même si Aristote est très peu présent dans ces problèmes, contrairement à une base très riche des problèmes du pseudo-Alexandre d'Aphrodise. Le fait que ce recueil de 130 problèmes s'ouvre avec des citations du texte d'Hippocrate, des aphorismes d'Hippocrate, et se clôt aussi sur des problèmes sur le même texte, donne une structure annulaire qui en a, disons, maintenu la forme dans les manuscrits. Dans les problèmes plus strictement hippocratiques, vous le voyez, l'auteur se pose la question dans la question, justement dans la quaestio. Pourquoi Hippocrate dit-il les sueurs froides quand elles sont accompagnées d'une fièvre aiguë signifient la mort, mais quand elles sont accompagnées d'une fièvre plus douce, la longueur de la maladie. Il s'agit de l'aphorisme 4.37.
Et la réponse que je vous laisserai lire tout seul, je n'arrive pas vraiment à la lire à l'écran. Il dit, parce que les réponses, finalement, si les questions contiennent le texte d'Hippocrate pour les aphorismes et pour Aérolieu pour ceux qui concernent le problème 24, les explications sont tout à fait personnelles. C'est ce qui nous intéresse le plus, finalement. D'un côté, c'est le fait que le texte hippocratique au 8e, 9e siècle, qui est la datation que je propose pour ce texte, était encore étudiée à l'écrit. Et deuxièmement, c'était justement le système que l'auteur avait reconstitué à partir justement de la doctrine hippocratique. Les explications sont tout à fait personnelles, retracent systématiquement le schéma anatomo-physiologique assez élémentaire de l'auteur. Il considère que toute pathologie est toujours expliquée par une absence d'un bon mélange des qualités élémentaires, chaud, froid, sec et humide, ou bien, mais moins souvent, par un excès des humeurs, les seules prises en compte étant le flegme, la bile jaune et la bile noire. Donc, il n'y a pas de sang dans les problèmes hippocratiques au 8e, 9e siècle. En particulier, la doctrine du moral présente dans notre recueil est tout à fait compatible avec l'enseignement hippocratique, notamment du traité Nature de l'homme, mais sa formulation synthétique suggère plutôt un rapprochement avec les réécritures byzantines des doctrines du moral hippocratique. Il est quand même frappant que dans ce recueil, l'épilepsie n'est pas identifiée comme une pathologie due à un flux de flegme, comme dans le plus célèbre traité consacré à cette maladie, la maladie sacrée, mais un flux de bile noire, comme dans Épidémie et dans les aphorismes. Donc, nous voyons que finalement, à l'époque byzantine, Hippocrate n'était pas connu dans toutes ces étapes, mais essentiellement pour les textes des épidémies et essentiellement pour les aphorismes. L'autre groupe d'inédits de la période tardo-antique postérieure à Galien, pour la plupart attribués à Hippocrate, se fonde sur la théorie des 4 humeurs exposée dans Nature de l'homme, donc sang, bile jaune, bile noire et flegme, mais dans une version simplifiée et en ce qui concerne certains traités seulement sur celle des 4 tempéraments correspondants, et montre la place centrale d'un Hippocrate différent à la fois de l'Hippocrate du 5e siècle et de l'Hippocrate de Galien. Je vous ai reproduit tout ce qui a été pour l'instant publié essentiellement par Jacques Chouinat et moi-même relativement à ces inédits attribués à Hippocrate dans la tradition manuscrite grecque et latine. Il s'agit d'un projet, le projet d'édition de l'autre Hippocrate, comme Jacques Chouinat l'a défini il n'y a pas longtemps, pour marquer justement la différence avec la collection hippocratique, mais qui donne la possibilité de compléter la collection hippocratique. C'est un projet d'édition auprès des Belles Lettres de tous ces inédits et de reprise de ce qui a été déjà publié. C'est des textes qui sont centrés essentiellement sur des reconstructions de chronobiologie et de correspondance microcosme humain et macrocosme. Cet autre Hippocrate, comme je le disais, justement, fait l'objet ces dernières années d'un travail visant une première édition de tous ces textes et une étude finalisée à reconstituer le portrait de l'Hippocrate byzantin. Donc, vous le voyez, par rapport à des limites bien fondées et surtout immuables depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, on peut dire, la collection hippocratique est vouée à s'élargir, sans doute et très certainement, en particulier grâce à la majeure disponibilité des fonds manuscrits que nous avons aujourd'hui, finalement, parce que avec la disponibilité en ligne des fonds manuscrits, c'est beaucoup plus aisé de courir les bibliothèques et de consulter les divers manuscrits et de contrôler finalement les attributions et opérer les collations éventuellement directement en ligne.
Donc, je m'arrête là et je suis disponible à vos remarques ou questions. Merci, merci beaucoup, Alessia, pour cet exposé aussi savant que clair et pédagogique, je crois. Effectivement, nous avons quelques minutes pour discuter et te poser des questions. Donc, je donne la parole aux membres de ce séminaire virtuel. Peut-être que tu peux enlever le partage d'écran, Alessia. Oui, bah, je vais l'enlever et éventuellement Et le le remettre remettre si éventuellement ensuite. besoin. Ouais. Voilà, pour que l'on puisse se voir, si je puis dire. Ouais, ouais. Sia, est-ce que tu peux très rapidement donner quels sont les traits qui différencient l'école de CNID de l'école de Kos, telle que Johanna les a mis en évidence dans sa thèse? Oui, c'est essentiel. Ouais. Bah, alors déjà, comme je l'ai dit, c'est vraiment un travail qui a été mené d'un côté en Allemagne, de l'autre côté en France. Donc d'un côté, il y avait Hermann Grenzemann qui avait travaillé essentiellement sur les traités gynécologiques. Et de l'autre côté, il y avait Jacques Joannin qui, dans sa thèse, avait identifié, avait commencé à étudier ces espèces de versions parallèles. Quand nous parlons de rédaction parallèle, ça veut dire des passages qui sont présents essentiellement à peu près dans la même forme, dans le même traité ou dans des traités différents. C'est le cas justement pour les écrits gynécologiques et les traités, ainsi dit, nosologiques. Ce qui constituait finalement l'école de CNID fondamentalement était déjà la présence des sentences cnidiennes, c'est-à-dire d'un ouvrage collaboratif qui était vraiment le manifeste de l'école. Là-dedans, il y avait vraisemblablement, parce qu'on en a vraiment de très peu passages, essentiellement grâce à Galien, mais on peut reconstituer quelque chose par les versions parallèles dans la collection hippocratique. Donc, c'est le fait que l'école ait eu comment dire, le besoin de préparer sa propre affiche. Donc, le manuel qui devait être connu de tous les disciples de cette école. Et essentiellement, c'est vraiment sur la thérapeutique. Alors, l'identification de maladies assez schématiques de maladies. Bon, je l'ai dit, il connaissait 3 ictères. L'identification de la maladie en tête de la fiche de malade, parce que c'était ça, et puis le fait que la thérapeutique faisait, que la thérapie se basait essentiellement sur l'évacuation, donc un usage très poussé d'évacuants, et sur le fait de boire finalement du lait et du petit lait. Ça peut paraître disons bizarre, mais c'est systématique. On peut identifier le substrat cnidien essentiellement dans l'infection interne et dans maladie 2 par les recours à cette thérapeutique. Über 100.000 Belege, die zu uns in die Buchhaltung kommen pro Jahr und nicht nur Rechnung. J'entends de l'allemand. Was auch non, je crois que c'est juste un problème de, micro. C'est Elvira qui n'avait pas coupé son micro. Ouais. Donc la thérapeutique, je disais. Bon, bah, je crois que c'est essentiel, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aussi celui de remarquer que comme l'école de Kos, l'école de CNID aussi, c'était dans le cadre de la dynastie des Asclépiades, c'est-à-dire lié finalement au culte d'Asclépios, donc originaire de cette famille,
au point que finalement, on a trouvé justement une inscription de Delphes qui fait état d'un koinon, c'est-à-dire d'une association des Asclépiades de Cos et de Cnide auprès du sanctuaire d'Apollon à Delphes, justement, et qui donnait des privilèges pour les uns et les autres. Merci beaucoup, Alessia. Je me permets de te poser une question. Tu as insisté sur la dimension collaborative des sentences cnidiennes. C'est une particularité de l'école cnidienne ou pas spécialement? Oui, la dimension collaborative de la rédaction. Le fait qu'il y ait un manuel précis, il paraît que c'était vraiment le manuel de l'école, donc le manifeste de l'école. Oui, on peut par exemple avoir des correspondances, le corpus hippocratique par exemple dans les traités des épidémies, mais les traités des épidémies n'ont pas du tout disons, la nature et la structure pour reprendre, disons, la distinction entre traité court et traité discours. Ce n'est pas des traités courts, c'est des aides-mémoires finalement, parce qu'ils présentent dans la partie sur les constitutions, les catastases, c'est-à-dire les constitutions de maladies, les constitutions climatiques. Dans la première partie, il y a quand même une rédaction qui est une rédaction écrite et qui est assez épidictique, disons, mais dans ceux qui suivent, c'est-à-dire les cas de malades, c'était vraiment des notes qui étaient prises là aussi avec une fin collaborative, parce que c'est le médecin, parce que c'était pas toujours le même médecin qui passait au chevet du malade, et donc son collègue qui venait dans un deuxième moment, il avait à sa disposition très probablement ses remarques. Et donc, là aussi, il y a une collaboration, une équipe, disons, qu'on peut retrouver derrière la conception même des traités des épidémies, mais ce n'est pas dans le but de créer un vrai manuel tel qu'on peut reconstituer des sentences cnidiennes, hein, mais effectivement, c'est juste des témoignages des anciens, en particulier de Galien qu'on a là-dessus, parce que vraiment les fragments qu'on a ne nous donnent pas de possibilité de nous étaler sur la structure du traité. D'accord, je te remercie. Oui, merci beaucoup Alessia. J'avais une question par rapport au premier aphorisme. Je m'intéresse à la fortune en fait du texte, à la manière dont il a donné lieu à de multiples commentaires par la suite au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et donc, je me demandais s'il y avait sur ce point des références que tu pourrais m'indiquer pour justement mieux cerner la manière dont les médecins ont ensuite pu commenter ce premier aphorisme. Ouais. Le premier, c'est le texte non seulement hippocratique, mais le texte de l'Antiquité médicale le plus cité et le plus commenté au monde, d'après ce qu'on connaît. Le point de départ, alors déjà pour les aphorismes, il est essentiel de consulter, de prendre comme base la thèse de Caroline Magdelaine, qui est une thèse justement d'édition. C'est la seule édition. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une thèse publiée parce qu'elle est toujours sous forme dactylographiée, mais elle est devenue tellement... déjà, elle est citée partout et dans tout le monde finalement, et donc on a pris, disons, le soin de la citer et de citer le texte des aphorismes à partir de la thèse Magdelaine. Et il y a un commentaire et un texte bien établi avec la traduction qui est bien établie. Et puis, fondamentalement,
vraiment le corpus hippocratique, il y a l'ouvrage des Testimonien zum Corpus Hippocraticum qui nous donne au moins jusqu'au Xe siècle la fortune aussi de cet aphorisme 1-1. Pour la suite, il y a, oui, moi j'ai oublié, j'en suis désolée, j'ai oublié de citer dans les documents que j'ai listés le document de Fichtner qui est disponible, c'est-à-dire c'est le Corpus Hippocraticum édité par un chercheur allemand qui s'appelle Fichtner et qui est disponible sur la page du Corpus Medicorum Graecorum. C'est une bibliographie complète pour les éditions, les traductions et toutes les études qui sont faites sur les différents traités et qui est désormais mise à jour systématiquement, au moins tous les 2 ans, par les collègues de l'Académie des sciences de Berlin. Et là, c'est un très bon point de départ parce que si on va sous les aphorismes, on y trouve toute la référence. Pour le reste, j'ai eu moi-même, dans les problèmes hippocratiques, le premier aphorisme n'est pas commenté. Heureusement, je veux dire, parce que sinon, mon édition serait devenue vraiment un travail énorme. Mais en cherchant justement dans les différents commentaires de la Renaissance, finalement, on trouve très souvent des commentaires inédits uniquement à cet aphorisme qui est concentré vraiment à la fois de la doctrine et de l'expression sibylline d'Hippocrate. Oui, Catherine. Je voudrais te poser à propos des traités indépendants. Oui. On fait traditionnellement, me semble-t-il, la distinction entre des traités à portée philosophique et des traités qui critiqueraient cette position. Et moi, je me posais la question de savoir s'il n'y a pas un abus de langage déjà dans cette distinction philosophie, médecine, dans la mesure où ce dont il est question dans tous les cas, c'est de physiologie et de savoir en gros si on s'appuie pour une telle physiologie sur de l'empirique et du tangible, dans l'empirique et le tangible même, ou si l'on postule, et c'est la fameuse hypothésis qui est reprochée aux traités qui justement font référence à ce qu'on ne peut pas vérifier. Parce que, et là je suis d'accord assez avec Philippe Van der Eyck quand il dit que en fait il s'agit de parler d'écrits physiologiques d'une manière générale et que là se font des partages mais qui ne sont pas encore ces partages disciplinaires postérieurs qui adviendront mais qui ne sont pas là. Oui, tu dis bien abus de langage, mais il y a un abus de langage un peu partout. C'est pour ça que dans ma présentation, finalement, je n'arrêtais pas d'ouvrir et de fermer des guillemets. Parce que c'est des abus de langage quand on appelle des traités cnidiens ou coac, que ce soit. Quand on les appelle, après, c'est finalement les nécessités d'un classement. Pour pouvoir trouver des repères ou bien marquer des repères dans une collection. Elle n'est pas aussi vaste que la collection galénique, mais quand même, 60 traités, et si on veut bien les connaître, il faut avoir des points de repère, parce que même
quand on parle des traités, disons, polémiques, voilà, des traités anti-tendance philosophique. Essentiellement, on pense à la nature de l'homme et à ancienne médecine. Mais la nature de l'homme et ancienne médecine, finalement, le contenu et le témoignage le plus important n'est pas le contenu polémique. Il fonde, pour nature de l'homme, il fonde la doctrine du moral, finalement, qui est devenue la doctrine du moral occidentale, finalement, au moins jusqu'à la Renaissance, et au moins après la Renaissance. Et pour ancienne médecine, finalement, c'est le fondement de la médecine hippocratique. Donc, c'est vrai, une pars destruens, mais il y a toujours une pars construens qui est beaucoup plus importante, finalement, que le côté polémique. Le côté polémique nous intéresse énormément pour reconstituer le contexte culturel, parce que c'est tout à fait intéressant de voir que dans la même époque, 5e, 4e siècle, subsistait, bon, la recherche, celle que j'ai voulu appeler la recherche de la nature, finalement, pouvait prendre des directions différentes dans un même contexte scientifique, si tu veux, parce que on n'en est pas encore aux disputes entre les écoles, mais presque. Donc, c'est vrai qu'il s'agit toujours de physiologie. C'est les directions que les traités prennent, par exemple par rapport au traité des chairs ou le traité du régime. Finalement, c'est la construction d'une cosmologie et je ne considère pas que ces deux directions différentes ou alternatives, finalement, soient vraiment très différentes par rapport à ce qu'on peut considérer de la médecine rationnelle hippocratique et de la médecine des temples, qui coexistaient complètement, qui parfois étaient assez poreuses l'une et l'autre, mais qui ne s'opposaient pas vraiment. C'était deux directions différentes, parfois ils s'entremêlaient chez le même médecin finalement, mais ils existaient, ils avaient quand même une subsistance, un profil à part entière dans la société contemporaine. Oui, je vois que Julien a mis dans le fil de conversation, a mis les références et les liens finalement à la page du CMG pour les bibliographies hippocratiques et galéniques. C'est vraiment le point de départ finalement quand on veut aborder un traité et voir ce qui a été fait. Merci Julien.